Nous sommes tous multifacettes et nous avons tous une histoire à raconter. Vous écoutez Entretien avec un dentiste, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes du monde dentaire. Je vous propose de venir avec moi écouter des personnalités engagées, passionnées, dont le parcours est surprenant ou atypique. L'objectif est de mettre en lumière des femmes, des hommes qui ont réussi à conjuguer leur vie professionnelle et leur passion, qui se sont investis à 100% dans leur carrière ou qui ont osé tout quitter pour changer de vie. Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et ici votre hôte. Avant de commencer et de vous laisser à cet épisode, j'avais envie de vous poser 2 questions. D'abord, est-ce que vous avez reçu une culture financière ? Et ensuite, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec le rapport à l'argent ? Moi, personnellement, j'ai reçu aucune culture financière. Depuis l'enfance, j'ai toujours eu tendance à dépenser au centime près ce que j'avais dans la poche. Peu importe ce que j'achetais, c'est comme si l'argent me brûlait les doigts. Mon addiction, c'était pas la clope, ni la bouffe ou l'alcool, mais c'était l'achat compulsif. Alors depuis, je me suis soignée, même si je suis pas complètement clean. Mais je me suis sérieusement penchée sur la question du placement et de l'investissement financier. J'ai découvert Daniel grâce à un podcast d'investissement immobilier, ça fait un bail, et quand j'ai entendu que celui-ci était dentiste, il m'a pas fallu beaucoup de temps pour le contacter et aussi pour acheter son livre, enfin que dis-je, sa Bible, sur l'investissement locatif. Depuis sa lecture, je maîtrise à la perfection le langage des investisseurs, LMNP, rendement brut, cash flow positif, SCI sur l'IS ou sur l'IR. Enfin, je peux vous dire que dans les dîners mondains, ça claque un max. Reste plus qu'à passer à l'action. En attendant, je vous laisse découvrir le parcours de mon invité, le Dr Daniel Vu, chirurgien dentiste, photographe, acteur et auteur du best-seller « Comment investir en immobilier locatif ». Donc ouais, écoute, j'espère que tu vas bien et puis j'espère aussi que tu as un petit peu de temps devant toi parce que j'ai beaucoup de questions à te poser. Alors déjà, au sujet de ton livre, parce que c'est une véritable bible sur l'investissement immobilier, mais aussi sur ton parcours, parce que tu as un parcours qui est quand même assez atypique. Tu as été diplômé très jeune, à 21 ans. C'est ça, le plus jeune dentiste de France. Et puis j'ai vu que tu t'étais passionné de plein de choses, vidéos, photos. Bref, on a beaucoup de sujets à aborder. Et donc on va un petit peu commencer par ton parcours. Alors, dans notre profession, en tout cas de chirurgien dentiste, on n'a pas la réputation de très bien manager notre argent. Et on est d'ailleurs, on a une cible qui est particulièrement facile pour les conseillers en financier, en gestion du patrimoine et en tout genre. Et donc moi, justement, je voulais savoir, toi, quel modèle d'éducation t'avais reçu ? Alors, un petit peu comme toutes les professions médicales. Alors, dans ma famille, mes parents sont pharmaciens de formation. Et j'ai eu la même éducation, je pense que la plupart des professionnels de santé, donc une éducation qui est très peu portée sur l'éducation financière. Et du coup, effectivement, je suis arrivé dans le monde du travail en n'y connaissant rien du tout, ce qui m'a fait faire pas mal d'erreurs au début. Donc, j'ai commencé vraiment tout en bas par rapport à l'éducation financière. Et tes parents, ils avaient quel rapport au travail et à l'argent ? Mes parents ont un rapport où ils ont toujours été salariés. Donc mes parents ont eu à certaines occasions la possibilité peut-être d'ouvrir des officines ou des choses comme ça. Et je pense que notre éducation nous a plus poussé à devenir plutôt salariés plutôt qu'entrepreneurs pour avoir une sécurité de l'emploi, une vie plutôt tranquille et avoir une vie familiale assez développée. Et du coup, j'étais assez peu porté sur l'entrepreneuriat, l'investissement, contrairement au milieu dans lequel je baigne maintenant, en fait. Mmh. Et tu as eu quand même des modèles dans ta famille de personnes qui faisaient des investissements immobiliers, par exemple ? Alors, en termes d'investissement immobilier, j'avais ma grand-mère qui, elle, avait investi. Alors, c'était une autre époque parce que du coup, l'immobilier était beaucoup plus florissant. À l'époque, il suffisait d'acheter un peu n'importe quel bien et puis il y a eu énormément de prise de valeur de ces biens-là. Donc, ma grand-mère, elle, investissait. Et après, mes parents, eux, ont découvert ça assez tardivement. Donc, on a commencé en même temps, moi et mes parents. Mais ma grand-mère, oui, investissait déjà dans l'immobilier. Elle m'a assez
peu transmis ça quand j'étais jeune. Et effectivement, quand j'étais un peu plus grand, quand j'ai commencé à travailler en tant que dentiste, je me suis tourné d'abord vers elle pour qu'elle m'explique un petit peu les fondamentaux de l'achat immobilier, comment ça se passait, etc. Pas avec des techniques qui sont adaptées avec ce qu'on fait aujourd'hui, parce qu'à l'époque c'était différent, mais au moins ça a eu l'avantage de pouvoir me lancer. Et après, j'ai pu fréquenter des cercles d'investisseurs immobiliers, et c'est vraiment eux qui m'ont propulsé et qui m'ont appris en fait tout le bagage pour l'investissement immobilier. Ça, on va en parler largement, je pense, en deuxième partie. Et donc, tu as passé le bac très jeune, donc si je calcule bien, à 16 ans. C'est ça, j'ai eu le bac juste quelques mois avant mes 16 ans, ouais. Et c'est facile de choisir une orientation professionnelle à 16 ans? C'est pas facile, c'est pas facile. Alors, en fait, on avait déjà dans la famille, j'avais dans l'idée de faire une profession médicale parce que j'ai beaucoup de médecins, pharmaciens dans mon entourage, donc pour moi, ça me paraissait quelque chose de naturel. Je pense que quand on voit beaucoup de personnes dans sa famille aller dans une direction, le chemin semble déjà tracé, donc on se dit on va les suivre, c'est quelque chose qui a l'air de bien fonctionner, qui est plutôt rassurant, le fait de pouvoir se faire entourer dans le parcours qu'on choisit. Et les médecins me disaient choisis plutôt pharmacie, les pharmaciens me disaient choisis plutôt médecin, et tous me disaient dentaire ça a l'air pas mal. Et de l'autre côté, j'avais le père de mon meilleur ami qui était dentiste, et je pense que plus que le métier en lui-même, c'est vraiment quelqu'un qui était très charismatique et qui m'a transmis en fait une image de quelqu'un d'un peu parfait que j'avais envie de suivre. Et c'est assez bête, c'était pas vraiment un choix de profession j'imaginais pas la réalité du métier, mais c'est ça qui m'a poussé vers dentaire, et je le remercie parce que c'est un très très bon choix. Et donc, ça veut dire que tu as eu la première année directe, donc tu savais que tu voulais aller en dentaire. C'est ça, ouais. Et t'es arrivé dans un milieu assez cloisonné, assez particulier, et en étant aussi plus jeune que la plupart de tes camarades, quoi. Ouais, oui. En fait, au lycée, c'était assez compliqué d'être plus jeune, parce que là, il y avait une grosse différence qui était visible, et puis tout le monde savait que Daniel, c'était celui qui était beaucoup plus jeune. Après, à la fac, les différences se sont un peu tassées, l'écart d'âge était très grand. On avait aussi bien des personnes qui avaient 35 ans, 40 ans dans la promo que moi, et du coup, certaines personnes ne savaient même pas que j'étais plus jeune qu'elles, et l'intégration était beaucoup plus facile qu'au collège et au lycée, du coup. Ouais, ça s'est gommé au fil du temps. C'est ça, ouais. C'est à la fin de tes études que tu as commencé à faire ton premier investissement. Donc moi, ça me surprend un peu parce que moi, j'étais à 10 000 lieues de commencer à songer à ça, tu vois, Oui. En sortant de la fac, on pense plutôt à trouver une collaboration, à apprendre, à se former. Mais alors, ce côté-là, pas du tout, quoi. On l'imagine plutôt une fois qu'on aura franchi les autres étapes, tu vois, de se marier, de fonder une famille, et après on achète une maison. C'est quand même, tu vois, le schéma très très classique. Et donc toi, pourquoi tu t'es dit qu'il fallait que tu achètes un appart? Au début, j'avais pas une vision encore investisseur, et du coup c'était un petit peu au hasard, c'est-à-dire que je suis sorti du coup de la fac, je commençais à avoir mes premiers revenus déjà pendant le stage de 6e année. Après, en sortant de la 6e année, j'ai eu des revenus un peu plus importants, et mon niveau de vie correspondait toujours à celui d'un étudiant, parce que je vivais encore chez mes parents, je sortais toujours avec mes amis qui étaient étudiants, qui faisaient le même type de sortie, et du coup le budget que je dépensais chaque mois n'était pas en accord avec les sommes que je gagnais de l'autre côté. Je me suis dit, cet argent-là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je le mets simplement sur un livret A, ou est-ce que je peux pas commencer à acheter un bien immobilier? Parce que je sais qu'en France, les Français aiment bien acheter de la pierre, donc pourquoi pas suivre leur exemple. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté mon premier bien en me disant, j'achète un bien, comme ça c'est fait, je place un petit peu mon argent, et ça peut être un bien dans lequel je peux vivre dans 1 an, 2 ans, quand je voudrais m'émanciper un petit peu. Et vraiment, c'était vraiment le but de me dire, je place un petit peu d'argent et je peux utiliser ce bien-là plus tard pour pouvoir vivre à l'intérieur. Et l'année suivante, je reçois la fiche d'imposition, parce que du coup, ce bien-là, je l'ai acheté vraiment sans aucune connaissance. Je le fais louer du coup sans aucune connaissance, avec les mauvais régimes fiscaux. Et en recevant ma première fiche d'imposition, c'est là que je découvre en fait quelle est la quantité d'impôts que je vais payer.
J'avais même pas pensé d'ailleurs à combien j'allais payer d'impôts dessus. Et c'est là où vraiment je suis rentré dans le monde d'investissement immobilier où j'ai commencé à creuser un petit peu les Parce choses. que, bon, moi, tu me dis que tu avais un niveau de vie qui n'avait pas changé. Alors, je pense que tu étais quand même relativement économe. Enfin, tu n'étais pas dépensier, quoi. Non, à l'époque, Parce non. que, Ça a un parce peu que, changé, mais à l'époque, oui, non, tu vois, pas parce du tout. que on est beaucoup et je pense que je pense pas, je suis sûre, je fais partie de ce modèle-là. Moi, si je gagne plus, en tout cas, à ce moment-là, je dépensais plus, quoi, tout simplement. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, ça va pas, ça coule pas de source finalement. C'est un peu le problème d'ailleurs qui fait qu'après on rentre dans un engrenage où on court après pendant longtemps. C'est cette façon de manquer de clairvoyance et d'anticipation justement sur les charges, sur le rythme de vie et Oui, sur tout ce qui va arriver après. oui. Qu'est-ce que tu avais fait? Parce que tu expliques que finalement, tu as fait des erreurs qui t'ont coûté un petit peu cher. C'est quoi, en fait, ces erreurs et qu'est-ce que tu en as tiré comme leçon après? Mes premières erreurs, c'était de ne pas avoir de connaissances en fait dans le domaine de l'investissement immobilier. Parce que moi je pensais que voilà on se lançait un petit peu comme ça et puis juste en achetant un bien ça tournerait et en fait là posteriori je me rends compte que dans tous les domaines de l'investissement que ce soit l'immobilier, la bourse, vraiment tout sans connaissance on perd très vite de l'argent. Surtout quand ça se compte en milliers d'euros, ça peut être assez important. Et du coup, effectivement, j'avais fait aucun calcul en fait de rentabilité sur le bien que j'allais acheter. J'ai utilisé les mauvais régimes fiscaux qui étaient les plus simples à mettre en place, mais qui du coup ont atteint des impositions qui étaient assez importantes. Quand on perd 30-40% d'impôts sur le revenu locatif, c'est vrai que c'est compliqué d'être rentable. Ouais. Et t'étais conseillé par qui alors? Par les banquiers? Tu vois, tu piochais tes conseils à quel endroit? Alors, au tout début, pour l'étape d'achat, donc pour savoir comment réunir les documents, comment passer chez le notaire, etc., ça c'était ma grand-mère qui a pu m'accompagner et c'était top. Et après, pour la suite, j'étais accompagné à la fois par les intervenants que je croisais, ça peut être des agents immobiliers, des banquiers, etc. Au tout début, je les écoutais pas vraiment parce que j'avais pas conscience qu'ils essayaient vraiment de me conseiller. Et pour moi, comme c'était des intervenants qui avaient un certain intérêt financier, je me disais, je ferais peut-être mieux de pas les écouter parce qu'ils essayaient peut-être de me vendre des produits qui sont pas dans mon intérêt. Et après, je me suis fait plus conseiller par des investisseurs immobiliers qui étaient à un niveau assez avancé et c'est eux qui m'ont vraiment propulsé. Hmm. Et tu t'es fait une culture en lisant des bouquins, en allant sur des blogs ou sur des sites? Ouais, c'est ça. Alors, ça m'a pris un peu de temps parce que j'ai mis un an avant de me plonger vraiment dedans après mon achat immobilier. J'ai eu une période où j'ai vraiment eu presque de la haine contre l'immobilier et les impôts en me disant la France c'est vraiment nul, on paye trop d'impôts, j'aurais pas dû acheter un bien immobilier parce que ça peut pas être rentable. Et après, en découvrant des communautés d'investisseurs immobiliers, c'est là que j'ai commencé à m'informer un petit peu à travers des vidéos YouTube. En lisant effectivement des articles de blogs, des choses comme ça, en lisant des livres, j'ai lu une quinzaine, une vingtaine de livres, et en allant toutes les semaines à des réunions d'investisseurs immobiliers avec lesquels je pouvais discuter. Là, ça m'a vraiment mis dans le bain et c'est ça qui m'a permis d'évoluer. J'aimerais bien, mais ça, tu nous vas pas nous les citer tous, mais on fera un petit répertoire des livres que tu trouves vraiment intéressants et qui t'ont aidé. Bon, Super. je pense qu'il y en a qui sont quand même assez connus. Il y a Robert Kiyosaki, il y en a beaucoup tellement que je peux pas tous les citer. Mais ça, c'est quand même intéressant. Mais ce qu'il y a, c'est que chaque livre va t'amener sur des sujets un peu spécifiques et c'est pas forcément toujours très généraliste, quoi. C'est-à-dire Ouais, que on est obligé de faire une synthèse qui est pas toujours facile. c'est vrai. Ouais. Après, il y a un blog qui est super pour ça. C'est Avenue des investisseurs. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, oui. Moi, j'ai eu la chance de les rencontrer en physique. C'est des personnes qui sont hyper sympathiques. Et effectivement, ils sont très forts pour vulgariser l'information dans le domaine de l'éducation financière. Et c'est vraiment une belle rencontre et c'est un très beau site à suivre. Je crois qu'ils ont 350 000 lecteurs par mois ou quelque chose comme ça. C'est un très bon site.
Ouais, c'est vrai. Ils sont très disponibles aussi, ils répondent aux questions. Il y a vraiment un sens du partage qui est vachement chouette sur ce blog. Et, euh, et en fait, ce qui est pas forcément évident au départ, c'est qu'on a, je pense, une espèce de révulsion un peu sur tout ce qui touche aux thématiques de l'argent, et du vocabulaire qui tourne autour. Oui, Et puis finalement, il y a un petit cap à passer. c'est vrai. Et une fois qu'on a franchi ce cap, on se rend compte que qu'il faut rentrer dedans, quoi. Il faut y aller, et il faut comprendre toute cette culture qui est autour de l'argent. Alors je sais pas si c'est propre nous à notre profession, parce qu'on fait de la santé, que la santé, il y a un côté don de soi ou je sais pas gratuité, et qu'on est un peu complexé par rapport à ça. Oui. Tu penses que ça vient de là? Oui, je pense qu'il y a effectivement dans le domaine de la santé, euh, même si on peut créer des revenus, c'est pas forcément bien vu de mettre ça en avant. Effectivement, c'est toujours le don de soi qui est mis en avant par rapport au côté financier qui reste un petit peu toujours en arrière et on en parle assez peu, on le montre assez peu et du coup c'est vrai que c'est pas quelque chose, comme on n'en parle pas, euh, c'est vrai qu'on développe pas aussi certains domaines par rapport à d'autres professions commerciales ou autres où là il y a vraiment une liberté de discussion par rapport à l'argent et du coup les personnes peuvent plus s'éduquer dedans, je pense. Mhm. Et un peu comme si l'argent nous brûlait les doigts, et finalement il faut tout de suite le Un petit dépenser. peu, ouais. Et cette image, tu vois, on a de schémas de mode de vie où en premier lieu, on a l'achat principal qui est la maison. Ouais. Ensuite, l'achat coup de cœur ou plaisir pour certains qui est la voiture, la belle voiture. Et puis les voyages, les vacances, enfin en tout cas tout ce qui est plus du domaine du plaisir que de la prévoyance. Et finalement, on devient un petit peu prisonnier après de ça. C'est assez difficile d'en sortir. Et je pense que c'est aussi ce qui peut conduire à une certaine forme d'épuisement. Oui. D'avoir l'impression qu'il faut toujours plus, il faut toujours travailler plus. Et quand on rentre dans ce schéma-là, parce que toi, tu as eu la chance de prendre conscience de ça avant même de te lancer complètement dans ton activité professionnelle. Mais on peut aussi rentrer dans ce schéma-là et se retrouver complètement enfermé. Ouais. Comment on fait pour sortir la tête de l'eau, et est-ce qu'il y a un moment donné où c'est trop tard? Euh, je pense que le métier de dentiste, c'est un métier qui est magnifique. Alors moi, j'aime beaucoup exercer en tant que dentiste, mais effectivement, faire que ça peut être un petit peu emprisonnant. Et moi, ma vision des choses, ça a toujours été de me dire, voilà, je vais dédier une partie de ma semaine à ma passion qui est dentaire. Mais effectivement, si je fais que ça de ma semaine, ça va m'enfermer dans un domaine qui peut être un petit peu étouffant. Et j'essaie toujours en fait de rajouter d'autres activités en plus de dentaire pour prendre un petit peu l'air, avoir une vision qui diffère un petit peu et simplement m'aérer l'esprit. Donc je pense que c'est assez important. En plus on a de la chance, la plupart des dentistes, de travailler 3-4 jours par semaine et ça peut nous laisser du temps pour évoluer dans d'autres domaines, découvrir d'autres choses. Et ça peut être une source de soulagement, je pense. Et d'ailleurs, tu as d'autres cordes à ton arc, parce que tu fais de la photo, Ouais, c'est ça, ouais. de la vidéo, j'ai vu que tu jouais super bien du piano. Enfin, il y a plein Merci. de domaines artistiques, tu vois, qui te passionnent. Tu t'es Oui, posé la question à un moment donné de t'orienter un peu plus vraiment sur tout ce qui est artistique. Enfin, d'ailleurs, tu en fais puisque tu fais des photos pour la Fashion Week. Donc j'aimerais oui, bien c'est ça, savoir ouais. comment t'as consacré ton temps. Est-ce que t'as commencé quand t'étais étudiant? Est-ce que t'as attendu de finir tes études pour te lancer dans la photo? En fait, pour moi, j'essaie toujours d'avoir une base en fait qui est assez rassurante en fait, qui est dentaire. C'est-à-dire que dentaire, c'est un métier où je sais que financièrement ça va suivre et du coup, si mes autres projets professionnels sont un peu moins performants, j'aurai toujours de quoi vivre. Et en plus, c'est quelque chose que je maîtrise très bien dentaire. Donc ça, c'est vraiment une base qui permet de me sécuriser pour entreprendre dans d'autres domaines.
Et après, dans les autres domaines, je me lance vraiment dans tout ce qui me plaît. Donc effectivement, la photo, la vidéo, j'ai commencé quand j'étais étudiant. Avec un ami, on a commencé par des photos de mariage, de concerts, etc., où on commençait à se faire payer pour nous créer des revenus d'étudiants. Après, je me suis lancé par hasard sur la Fashion Week parce que je trouvais un ami. Il y a un ami qui me présentait la Fashion Week que je connaissais pas du tout. Et je suis tombé un petit peu amoureux de ce domaine qui est très festif, très joyeux, et avec un petit peu plein de paillettes. D'un autre côté, quand j'étais étudiant, je suis tombé un petit peu par hasard et toute ma famille, du coup, maintenant, on est dedans, dans le domaine du tournage en tant qu'acteur, comédien. Donc ça fait aussi une ressource de revenus supplémentaires. Et effectivement, j'aime bien, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont un peu ouvert l'esprit en me disant, voilà, fais une profession qui est sûre, en fait, pour t'assurer un avenir qui est paisible, mais par contre de l'autre côté sois ouvert à tout ce qui est artistique, à d'autres domaines qui peuvent te passionner, et surtout n'hésite pas à te lancer dans d'autres choses, à découvrir le monde. Et du coup, au fur et à mesure de mon parcours, à chaque fois que j'ai rencontré des personnes qui étaient inspirantes et qui étaient fortes dans un domaine, ces personnes-là ont réussi à m'entraîner dans leur passion et à me faire développer d'autres compétences. Du coup, donc c'est plus des rencontres un petit peu heureuses. J'ai rencontré un ami qui était photographe, qui m'a emmené dedans. J'ai rencontré des personnes qui étaient dans le domaine de tournage, qui m'ont emmené dedans. Et c'est un petit peu au hasard de ma vie que j'ai rencontré ces personnes-là. T'as pris des cours de théâtre et de cinéma? J'ai pris des cours de cinéma. Pas de théâtre à l'époque parce que j'étais un peu plus timide et du coup je me voyais pas forcément exercer mon métier devant un public, ce qui était un petit peu stressant. Et du coup, par contre, en face d'une caméra avec une équipe qui est assez sympa où tout le monde se tutoie, là ça me dérangeait pas parce qu'on peut juste couper et refaire la prise. Du coup, des cours de cinéma, oui, mais pas de théâtre. Et alors là, comment ça se passe? On peut t'appeler si on a besoin d'un acteur. Enfin, c'est quelque chose que tu fais régulièrement ou que tu as laissé un peu de côté là, avec l'investissement? Alors maintenant, effectivement, j'ai beaucoup de boulot, donc j'en fais un petit peu moins. On va dire que je suis un peu plus exigeant sur les tournages que je prends, c'est-à-dire que quand j'étais étudiant, n'importe quel tournage qu'on me proposait, j'y allais directement. Là, avec ma profession de dentiste, l'investissement et tous les autres domaines, je continue à faire des tournages, donc j'ai des directeurs de casting qui me téléphonent pour me dire, maintenant ils savent que je suis dentiste pour la plupart, donc ils me disent Daniel, est-ce que ce jour-là tu es au cabinet, est-ce que tu es libre, ou est-ce que sinon tu viens tourner avec nous, ça peut être aussi bien pour des petits rôles que des figurations ou des silhouettes. Et ça me plaît de continuer à garder un pied dans ce milieu-là. D'abord parce que c'est souvent les mêmes personnes qu'on recroise et ça permet de garder un contact social avec ces personnes-là. Et ensuite parce que ça me permet de me sortir de ma zone de confort et de m'aérer l'esprit en faisant complètement autre chose, en oubliant que je suis dentiste. Donc c'est assez sympa. Donc ça veut dire que tu es dans une agence. Après, je sais pas, tu vois, comment ça se passe quand on est comédien. Tu es inscrit dans une agence, tu as un book, tu vois, ça se passe comment? J'ai un book, après il y en a qui ont des agences effectivement. Moi j'ai pas d'agence, ça fonctionne juste par contact en fait. Par réseau? Ouais. Des personnes que je rencontre sur les tournages qui sont souvent par exemple des stagiaires qui deviennent après directeurs de casting. Et du coup comme on a discuté autour d'un croissant à la régie, ils se souviennent de moi et puis ils se disent bah tiens ce Daniel, on a bien sympathisé, je sais qu'il est fiable, il est sérieux sur le tournage, il fait bien son travail. Pourquoi pas l'appeler sur notre prochain projet s'il peut nous aider, et ça fonctionne vraiment comme ça. Et tu arrives à te limiter dans tes envies, tu vois, d'apprentissage, parce on a l'impression que enfin, t'es super avide d'apprendre et de rentrer dans des domaines. Des fois, tu te dis non, ça, j'aurai pas le temps, tant pis, ça sera pour plus tard. Euh, j'ai du mal à me limiter. C'est vrai que mes journées sont trop courtes pour pouvoir tout faire. Mais je me limite pas trop. En général, dès que je découvre un nouveau domaine, j'essaie de me lancer en parallèle dedans et de cumuler un maximum. Alors du coup, il y a des anciens domaines que je retrouve plus rarement, du coup. Par exemple, avant, je faisais énormément de photographies de mariage, etc. Là, j'ai limité un petit peu le nombre. Mais je continue à être un petit peu dans chaque domaine. Et pour le moment, je préfère ne pas me limiter. Et dès qu'il y a quelque chose qui me semble passionnant, me lancer directement dedans. Et donc, bon, on va revenir sur l'investissement parce que ça m'intrigue un peu de savoir
quand est-ce que tu as trouvé le temps d'écrire un bouquin de plus de 500 pages? Parce que c'est une vraie Bible, hein, c'est un guide en tout cas, qui est assez nouveau dans son genre et qui a été vraiment encensé point de vue des connaisseurs en immobilier, parce que c'est quelque chose qui n'existait pas jusque-là. C'est sous forme, on sent vraiment là le côté hyper méthodique et plutôt plus scientifique. Oui. Et en tout cas, on voit que dans tes études, c'était très, très bien organisé, très carré, parce que c'est des fiches. Donc en fait, on peut lire le livre d'abord en entier. Enfin, tu vas nous dire un peu, mais je pense que c'est bien de le lire d'abord en entier pour carrément, c'est sûr, ouais. Voilà, le vocabulaire et la culture de tout ce qui est investissement en locatif. Et puis après, t'as toutes tes pages, on peut cocher, on peut noter, t'as des endroits où on peut mettre des notes. C'est ça, ouais. Et revenir dessus en fonction après, quand on se lance vraiment, si on a besoin de revenir sur un point, on retrouve hyper facilement. C'est ça, tout à fait, ouais. Alors, je l'ai écrit pendant le premier confinement. Du coup, c'était la période où tous nos cabinets ont dû fermer. Et je me suis dit, pendant cette période-là, soit je passe mon temps... en plus, je venais d'attraper le Covid au tout début de confinement. Ah ouais. Et quand je me suis remis un petit peu du Covid, je me suis dit, soit je passe mon temps à regarder des vidéos Netflix et à me reposer, soit je vais peut-être essayer de faire quelque chose de constructif où je pourrais être fier de ce travail-là. Et mon but, ça a été au départ de faire des fiches dans l'investissement immobilier pour mes amis qui investissaient déjà, parce que j'accompagnais quelques amis. Je voyais qu'ils me posaient tous toujours les mêmes questions et je me suis dit, je vais faire un recueil de fiches PDF. Je leur enverrai, j'avais déjà commencé un petit peu, et comme ça, ils arrêteront de me poser toujours les mêmes questions, parce que chaque fois, ça me prend beaucoup de temps de les accompagner. S'ils ont ça sur papier, je leur envoie et ils me posent plus de questions dans ces choses qui sont pour moi des connaissances à avoir de façon assez basique pour un investisseur immobilier. Et à partir des fiches, quand ça a commencé à faire quelques centaines de pages, je me suis dit pourquoi pas en faire un livre. Et du coup, à la fin du confinement, j'avais écrit un livre. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, c'est quand même un travail assez conséquent, donc je peux le proposer peut-être à d'autres personnes que mon cercle proche d'amis et la famille, du coup. Donc ça m'a pris tout le premier confinement, je pense que c'était 2 mois, quelque chose comme ça. Mais par contre, j'avais déjà en tête 90% des connaissances qui sont dedans. Donc c'était juste 2 mois pour mettre sur papier en fait, mais les connaissances que j'avais acquises, ça a bien duré 2 ans pour tout apprendre. Ouais. Et t'étais dans le flow, t'as passé combien de temps dedans? J'imagine que t'étais pris dedans et que une idée en amène une autre. Après t'as peut-être fait des recherches pour consolider certains acquis et pour c'est vrai, quand tu passes à l'écriture. Oui, c'est ça. Ouais. Oui. C'est-à-dire qu'entre les connaissances qu'on a et ce qu'on peut apprendre aux autres, il y a toute une étape de vérification de chaque connaissance, de se dire je sais ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des exceptions par rapport à la connaissance que j'ai. Donc après, il y a beaucoup de recherches dans tous les textes de loi, etc. Pour apporter une information la plus fiable possible. À la fin du livre, tu as fait vraiment le tour de tous les sujets que tu voulais aborder, ou une fois le livre édité, tu t'es dit tiens, finalement j'aurais peut-être pu rajouter cet élément, ou c'est vraiment, tu as l'impression d'avoir été assez exhaustif? Alors, j'avais l'impression d'être assez exhaustif. Après, ce qui est bien, c'est que je propose dans le livre en fait un retour de la part de mes lecteurs. J'ai pu avoir pas mal de retours de lecteurs qui m'ont dit « Ah, j'ai adoré ton livre, etc. » Ce domaine-là, par contre, il n'est pas développé. L'intérêt, c'est que là, j'ai pu mettre à jour mon livre. Et entre la première version et la deuxième version de mon livre, il passe de 548 pages à 570 pages. Et donc, j'ai rajouté effectivement du contenu qui me semblait pertinent, auquel je n'avais pas forcément pensé au début, parce que c'est des zones, des investissements qui sont assez atypiques, ou des choses qui sont assez peu fréquentes. Parce qu'au début, je pensais pas que j'aurais un public assez large. Mais effectivement, sur 10 000, 15 000 lecteurs, il y avait quelques lecteurs qui avaient besoin de certains domaines spécifiquement. Et du coup, j'ai pu les développer dans le livre, dans une seconde version. Et là, ton livre, aujourd'hui, il a été vendu à combien d'exemplaires? Alors, j'ai pas recompté. Je pense qu'on doit être entre 15 et 20 000 exemplaires environ, en un peu plus d'1 an. Ouais. Donc ça doit être assez gratifiant quand même. Oui, c'est quelque chose auquel je m'attendais pas du tout. Quand j'ai lancé mon livre au début,
Je me suis dit, ce sera pour mon entourage proche, éventuellement les amis de mes amis. Et de voir qu'il y a un succès comme ça, c'est hyper honorifique. Et ça ouvre aussi pas mal de portes après dans le domaine de l'investissement immobilier. Du coup, maintenant, on m'a invité à devenir speaker dans le plus grand salon immobilier de France. J'ai des personnes qui m'approchent en me proposant des opportunités d'investissement que j'aurais pas eu sinon. C'est vraiment une belle aventure, l'aventure d'auteur. Ouais, puis une notoriété dans le domaine. Donc, tu t'es sollicité justement pour intervenir soit dans des confs, soit dans des podcasts ou dans des émissions. Tu sens que ça t'a quand même propulsé? Oui, carrément, oui. Carrément. Ça m'a permis de faire des nouveaux contacts. C'est effectivement, là, chaque fois que je vais en soirée investisseur ou même soirée entrepreneur, j'ai toujours 1-2 personnes qui viennent me voir en me disant, Daniel, j'ai adoré ton livre, il a changé ma vie grâce à toi, j'ai acheté 1, 2, 3 appartements. Et c'est hyper gratifiant de se dire, j'ai pu aider autant de personnes. Je pense que c'est le plus beau des cadeaux et donc je regrette vraiment pas. Finalement, ce confinement, il aura été profitable à pas mal de personnes, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu penses que tu aurais eu le temps, avec ton activité professionnelle, de l'écrire ce livre? Tu l'aurais fait sans ce confinement? Je pense que j'avais déjà commencé un petit peu avant, mais avant ça, j'avais écrit peut-être une 20aine de pages, c'était juste des fiches. Et c'est vraiment le confinement qui a été une belle opportunité. Je pense que sans ça, j'aurais écrit le livre en beaucoup plus de temps parce que c'était pas du tout ma priorité. J'aurais mis peut-être 2 ans pour l'écrire. Et par contre, maintenant, en ayant ces connaissances-là, je me lance avec des amis dans une sorte de maison d'édition où on rédige des ouvrages, on accompagne des auteurs pour écrire des ouvrages. Et maintenant, on fait ça de façon beaucoup plus synthétique, efficace. Mais pour un premier livre, effectivement, il y avait besoin de ce confinement pour pouvoir avoir du temps, je pense. Et t'as compté le nombre d'heures que tu lui avais consacré? J'ai pas compté parce que au début, je pensais même pas que j'allais écrire un livre. Non, j'ai pas compté du tout. Mais bon, tu as passé les 2 mois et plusieurs heures par jour, quoi. Les 2 mois. Ouais. C'est ça. Ouais. Ah oui. Ouais. Et toi, est-ce que ça t'a permis de vraiment clarifier tes idées? C'est-à-dire que tu avais déjà, tu avais déjà beaucoup de connaissances, mais le fait de les poser par écrit, de les hiérarchiser, tu vois, de vraiment les organiser, tu sens que ça t'a fait progresser aussi? Beaucoup, oui. Un petit peu comme quand je faisais les fiches en dentaire. C'est-à-dire que j'avais des connaissances globales qui venaient de plein d'endroits différents qui étaient dans ma tête, et le fait de le mettre sur papier, ça permet de mieux organiser et de pouvoir transmettre ça à quelqu'un, parce que sinon c'est vrai que c'est un peu fouillis tant qu'on n'a pas mis sur papier. Et oui, ça m'a beaucoup aidé, même personnellement, à développer mon savoir et à mieux l'organiser. Quand tu as écrit ce bouquin, c'est en fait, ça correspond au livre que toi t'aurais aimé avoir. Tu vois, on a l'impression que ça a été construit comme ça. C'est ça. En fait, j'avais une dualité de me dire, d'abord, je vais écrire un livre que j'aurais aimé avoir en tant que jeune investisseur immobilier, parce que c'est vrai que quand je me suis lancé dedans, moi c'est ma passion, du coup ça m'a pas dérangé, mais j'ai bien passé, je pense, des dizaines de milliers d'heures à être dans ce milieu-là pour pouvoir obtenir toutes ces connaissances. En écoutant tout le temps des podcasts immobiliers, en regardant des vidéos, en m'endormant, je lisais des livres immobiliers. Le matin, quand je me réveillais, en prenant mon petit déjeuner, je lisais des livres, ou je regardais des vidéos sur l'immobilier. Je passais mon temps à fréquenter des investisseurs immobiliers avancés. Et je me suis dit, pour l'instant, il n'y a aucun livre qui était sur le marché qui me plaisait vraiment. Alors, il y avait plein de livres dans lesquels j'avais pu trouver quelques connaissances, mais à chaque fois, ces connaissances étaient parcellaires. Il y avait beaucoup trop de texte par rapport à ce que moi j'aimais bien, c'est-à-dire que en 20 pages, à chaque fois, il y avait 1 ou 2 informations intéressantes. Du coup, ça faisait beaucoup de temps à passer pour avoir cette information-là, et après, il fallait les recouper avec d'autres informations dans d'autres livres. Je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir offrir à la communauté des investisseurs un livre qui comprenne en fait tout ce qu'il faut pour pouvoir se lancer dans l'investissement immobilier. Je me suis dit, comme ce livre n'existe pas encore, je vais essayer de le produire, et je vais produire un livre qui me ressemble. C'est-à-dire que pendant mes études pour le concours de première année de santé, j'adorais apprendre sur les fiches Midisup, qui est une prépa privée du coup qui fait des fiches pour aider au concours de première année, et les fiches étaient un petit peu sur le même format. Et après, pendant toutes mes années d'étudiante,
je faisais des fiches en fait qui étaient partagées à toute la promo, et je sais que même 5-6 ans après mon départ de la fac, je voyais encore des étudiants qui me disaient: ah bah Daniel, je travaille encore sur tes fiches que tu as fait il y a 10 ans. Et du coup mes fiches avaient pas mal de succès à la fac, et j'ai fait le livre en fait sur le même format que ces fiches, parce que c'était pour moi la façon la plus facile d'assimiler des connaissances de façon efficace en fait. Ouais, puis c'est pas pesant comme un livre qui serait écrit, on va dire pas comme un roman, mais avec beaucoup de blabla. Et tu mets à chaque fois que c'est nécessaire des exemples concrets, notamment sur les calculs du rendement. Moi, pour moi, c'est génial, quoi, parce que si je lis un livre là-dessus qui est à la base un sujet qui me passionne pas forcément, je vais vite me lasser, ou je vais avoir du mal en fait à comprendre où la personne veut en venir. Oui. Oui, le but c'était que une personne qui n'y connaisse rien puisse rapidement appréhender toutes les informations nécessaires pour se lancer. Je n'avais pas prévu que le livre soit aussi épais à la base, et puis j'ai découvert tellement de choses. Je me suis dit ça c'est vraiment important pour eux de savoir. Au final, oui, ça finit par faire un gros bouquin, mais avec que des fiches. C'est qu'il faut aussi derrière comprendre les règles du jeu. Ouais. Donc, c'est ça aussi qui peut des fois un peu faire peur au départ. C'est quoi justement à ton avis le frein principal des gens qui fait qu'ils se lancent pas dans l'investissement immobilier? Je pense que le frein principal... Alors, j'en vois deux. Le premier, c'est une mauvaise gestion de leurs finances personnelles. Parce que je pense que la plupart des personnes qui se lancent dans l'immobilier sont des personnes qui gèrent un petit peu bien leurs finances personnelles et qui ont déjà du coup une épargne, qui arrivent chaque mois à mettre de côté une part d'épargne. Les personnes qui vivent un petit peu au jour et qui ont du mal à épargner auront moins souvent tendance à s'intéresser à l'immobilier parce qu'elles pensent que c'est pas pour elles. Et le deuxième frein, ça peut être éventuellement les barrières qu'on se met en fait. C'est une barrière que moi aussi j'avais en me lançant. C'est-à-dire que la plupart des personnes vont acheter un bien immobilier et on considère que c'est déjà très bien en fait. C'est-à-dire que moi, quand j'avais acheté un bien immobilier, tous mes amis en dentaire me disaient: ouais Daniel, c'est génial, t'es très jeune, t'as 21 ans, 22 ans, t'as déjà un bien immobilier, entre guillemets, t'as réussi ta vie en fait. Et c'est seulement en fréquentant des investisseurs immobiliers plus avancés, dans des associations où là je leur ai dit j'ai un bien immobilier, qu'ils ont pu me dire en fait c'est un bon début, et en leur parlant, en posant des questions, en leur demandant: mais pourquoi tu dis que c'est un bon début, toi t'en es à où? C'est là que des personnes me disaient: moi j'achète un immeuble tous les 2-3 mois, j'en suis à mon 20e immeuble, ou moi j'achète des plateaux qui font 1000 mètres carrés à Paris, que je fais louer à des entreprises. C'est là que vraiment on change de dimension, et en voyant des personnes devant nous qui réussissent et qui ne sont ni plus intelligentes et qui n'ont pas plus de revenus que nous, on se dit que si elles ont pu le faire, nous en fait on peut aussi le faire en fait, parce que ça rend plus réel, plus palpable en fait la chose. Et c'est ça qui m'a fait un peu me briser mon plafond de verre en me disant je peux le faire en fait. Comment t'es rentré justement dans le cercle des investisseurs immobiliers? Un petit peu par hasard, en cherchant sur internet, je cherchais des conférences en immobilier, et je suis tombé sur une soirée du coup des investisseurs immobiliers, parce qu'ils font des soirées tous les mercredis sur Paris. Je suis venu là un peu par hasard, et puis au final l'ambiance était tellement sympa que j'ai fini par venir toutes les semaines en fait. C'est des petites soirées où en fait c'est pas sur un format de conférence, mais c'est plus un moment de partage où tous ensemble autour d'un verre ou un dîner, il y a entre 30 et 100 personnes, on partage nos expériences, on peut poser des questions à des investisseurs plus avancés, ou au contraire aider des personnes qui ne sont pas encore dans le domaine pour les amener dedans. Ouais, alors finalement, on peut avoir vraiment une idée très fausse et beaucoup de préjugés sur les gens qui font de l'investissement, quoi. Et on peut se dire, il y a un appât du gain, aimer l'argent, alors qu'en fait, c'est des passionnés et c'est des gens qui sont vraiment dans le partage. Ah oui, et qui tout à sont, fait, ouais. Ouais. Donc ça a dû aider aussi, ça aide aussi à se passionner encore plus et ça décomplexe, quoi. Tout à fait, ouais. Et puis le fait d'avoir du coup des personnes qui partagent
le même parcours que nous, les mêmes aventures, ça aide beaucoup. On se sent un petit peu moins comme un alien parmi les autres. On a une communauté qui vit les mêmes difficultés, avec qui on peut partager. Et ça, je pense que ça aide beaucoup ne pas être seul, du coup, en se lançant dedans. Et donc, vis-à-vis des copains, enfin des amis de Nanterre, ou en tout cas des gens que tu peux côtoyer dans la profession, Ouais. quel regard tu as justement par rapport à la masse, on va dire, des professionnels de santé, leur façon de gérer leur argent? Est-ce que tu vois des choses qui te choquent ou en tout cas qui te peinent parce que tu te dis, ben, ils partent pas dans la bonne direction, quoi. Ça va pas ce qu'ils font. Ouais. Effectivement, les professionnels de santé, ou en tout cas les dentistes, parce que c'est ce que je connais le mieux, on est connu par certaines professions, par d'autres professions, comme étant entre guillemets des pigeons, parce que on dégage des revenus qui peuvent être conséquents, mais contrairement aux autres professions, on n'a pas au niveau de la formation le bagage de connaissances qui va avec, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de l'argent, mais on ne sait pas le gérer en fait. Et du coup, on peut être pris pour cible par des gestionnaires de patrimoine. Alors, il y en a qui sont très bons, mais effectivement, ceux qui viennent souvent nous aborder sont des personnes qui essaient de nous vendre des produits qui sont pas toujours les meilleurs. Ça peut être des produits de défiscalisation, du Pinel, des choses comme ça, où effectivement, ça peut être un début d'investissement, mais on peut faire beaucoup mieux. Et ces personnes-là prennent des commissions qui sont assez importantes parce que elles font ce que nous on devrait faire nous, c'est-à-dire qu'elles réfléchissent pour nous en fait. Mais forcément dans le process, elles mettent leurs intérêts en avant par rapport aux nôtres, et on pourrait faire beaucoup mieux la plupart des dentistes. Ouais. Finalement, il y a un autre frein qui est présent aussi, je pense, c'est la question du temps. Je pense que dans l'imaginaire collectif, on pense que investir en immobilier, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage, et que il vaut mieux soit pas en faire, soit le déléguer, mais que ça va nous prendre un tel temps que ça va avoir un impact sur notre activité professionnelle qui finalement est rentable. Alors, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les différents types de profils d'investisseurs, et toi, dans quelle catégorie tu te situes? Alors effectivement, l'investissement immobilier, c'est très très large en fait. Et ce qui est sympa, c'est que ça peut répondre à plein d'objectifs différents. Donc effectivement, quand on prend une salle avec plein d'investisseurs immobiliers, même si d'un regard extérieur, ils semblent tous faire la même chose, en fonction de leurs objectifs, ils vont pouvoir ajuster un petit peu leur engagement personnel dans leur investissement. C'est-à-dire que pour une même somme investie pour un même patrimoine, certains ont pour objectif de quitter leur travail, en fait. Maintenant, c'est à la mode, on entend toujours sur YouTube, quittez votre travail, dites au revoir à votre patron, vivez sur la plage, etc. Alors la plupart, malheureusement, ne vivent pas sur la plage parce qu'ils sont justement, une fois qu'ils ont quitté leur travail, en plein dans la gestion de leur immobilier, parce qu'ils sont passionnés et parce que ça nécessite de la gestion. Effectivement, le fait de vouloir vivre de l'immobilier, et que des revenus passifs entre guillemets dégagés par l'immobilier nécessite d'avoir un engagement très fort, ou alors d'avoir un très très gros patrimoine. Mais en tout cas, si on veut de la grosse rentabilité, il faut faire des activités comme de la location courte durée, du Airbnb, des choses comme ça, faire éventuellement des gros travaux, des divisions, et ça c'est des choses qui peuvent prendre du temps, qui peuvent être générateurs de stress, et effectivement ça peut s'apparenter en fait à un deuxième métier, c'est-à-dire qu'on abandonne notre premier métier mais ça nous en crée un deuxième. Ça, c'est pas du tout quelque chose dans lequel je voulais être. Je pense que ça peut correspondre à d'autres personnes qui sont pas satisfaites de leur métier. Mais comme moi, j'adore Nanterre et que à côté, j'ai plein d'autres passions que j'ai envie d'explorer, je me suis dit l'immobilier, c'est cool. Mais il y a un premier facteur qui est que en tant que dentiste, on n'a généralement pas besoin de vivre des revenus de l'immobilier parce qu'on a déjà une profession avec laquelle on peut vivre correctement, et d'un autre côté on n'a pas envie de se créer une charge de travail supplémentaire trop importante, et du coup j'ai fait de l'immobilier de façon plutôt passive, c'est à dire que je fais par exemple à l'opposé des personnes qui font de la location courte durée
pour booster leur rentabilité. Je fais plutôt de la location sur des très longues durées. Je prends que des locataires où de base ces personnes me disent moi je veux rester 2 ans, 3 ans dans votre appartement. Donc c'est des personnes où j'ai assez peu de turnover. J'aurais pas besoin tous les 6 mois de faire des nouvelles visites, de reposter des annonces, etc. Et au final ça me prend environ 15 minutes par bien et par mois en fait. Donc c'est pas quelque chose qui est énorme. Comme j'ai beaucoup de choses à faire, ça me semble déjà important, mais je sais que ça se gère assez facilement par rapport à un emploi un emploi du temps de dentiste. T'as combien de biens aujourd'hui? Là, actuellement, j'en ai 6 des biens, tous en région parisienne. Et tu t'es fixé des objectifs? Par exemple, tu voudrais atteindre combien de patrimoine ou combien de biens en combien de temps? Alors, j'ai pas d'objectif particulier. Au début, je m'étais dit un bien par an. Sauf que, en fait, un bien, effectivement, ça veut rien dire parce qu'il y a des personnes qui achètent des immeubles avec 6-7 lots pour 100 000 euros au fin fond de la Creuse. Effectivement, en région parisienne, un simple appartement, ça peut être 200-300 000 euros. Du coup, je pense qu'effectivement, on peut pas calculer en termes de biens. Mais je pense que à terme, j'aimerais bien pouvoir dégager, c'est plus en termes des revenus qui peuvent être dégagés sous une dizaine d'années, dégager un revenu qui permettrait d'être ce qu'on appelle libre financièrement. C'est-à-dire que je pourrais arrêter de travailler et continuer à avoir des revenus. Alors c'est pas mon but, moi je pense que je continuerai à être dentiste toute ma vie, mais je pense que c'est une tranquillité d'esprit de se dire si jamais pour une raison ou pour une autre je suis obligé d'arrêter mon activité professionnelle, surtout en tant que libéral, j'ai d'un autre côté un revenu passif qui peut me sécuriser et qui me permet de construire tranquillement une famille et de pas m'inquiéter par rapport à ça. Tu t'es rapproché des mouvements FIRE ou frugalistes. T'as quel regard dessus? C'est super intéressant comme philosophie de vie. Euh, j'ai regardé pas mal de posts, de vidéos, des mouvements FIRE, frugalistes. Après, pour moi, c'est pas vraiment ma vision des choses, en fait. C'est-à-dire qu'on est surtout sur des mouvements euh, avec des personnes qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs de vie, qui ont les mêmes moyens pour aboutir. C'est-à-dire qu'on veut aussi créer des revenus passifs, mais c'est plus des personnes où, en général, chez les frugalistes, on va vous dire, vous gagnez telle somme par mois. Et ce que vous allez essayer de faire, c'est de diminuer au maximum votre niveau de vie de façon à pouvoir économiser. Et au bout de 10 ans, 20 ans, vous allez pouvoir effectivement arrêter de travailler et vivre de ce que vous avez économisé et investi. Moi, je suis plus dans une réflexion où je me dis, les revenus, le niveau de vie, en fait, on peut toujours le baisser, mais déjà, c'est quelque chose qui est contraignant parce que on ne sait pas quand est-ce qu'on va partir en fait de cette planète. Peut-être qu'on peut effectivement économiser pendant 10 ans, se serrer la ceinture pendant 10 ans en espérant la 11e année pour vivre librement et au final mourir au bout de la 7e, 8e année, on aura fait tout ça pour rien. Et d'un autre côté, il y a toujours une limite à ce qu'on peut sacrifier en termes de niveau de vie. C'est-à-dire que si vous dépensez tous les mois 2000, 3000 euros, en vous serrant la ceinture, vous pourrez peut-être atteindre des dépenses par mois qui atteignent 1000, 1500 euros, mais vous ne pourrez pas aller plus bas, en fait. Alors que dans le process de création de valeur, création de revenus, on peut aller beaucoup plus haut. C'est-à-dire que plutôt que de me serrer la ceinture et de me dire je dépense trop, en fait, d'argent, je réfléchis plutôt comme un entrepreneur en me disant c'est pas que je dépense trop, mais c'est peut-être tout simplement que je ne gagne pas assez et je gagne pas assez parce que je n'offre pas assez de valeur à la société en fait. Donc je me dis comment est-ce que je peux faire pour créer plus de valeur, pour apporter des choses que les autres veulent acheter en termes de services ou de biens. Et à ce moment-là, on peut créer effectivement une épargne qui permet pareil plus tard d'avoir une sécurité financière, mais sans se serrer la ceinture et en étant assez fier d'avoir pu apporter quelque chose à la société. Ouais. L'idée, c'est quand même plutôt, on va dire, de se décorréler de la dépendance à l'argent. Oui. C'est-à-dire de s'enlever un peu ce poids qui est vachement contraignant, quoi. Et de se dire, je fais ce qui me plaît, je travaille avec la liberté Oui. d'esprit.
C'est cool aussi et je pense que c'est très éthique aussi de la part d'un professionnel de santé. C'est aussi un objectif de se dire, ce serait sympa de pouvoir exercer simplement pour le plaisir d'exercer et pas pour le côté financier. Parce qu'actuellement, je pense que la plupart des dentistes, on travaille d'un côté pour le plaisir d'exercer, de soigner le patient, d'apporter un bien-être. Mais on a toujours, et c'est naturel, c'est humain, derrière le côté de se dire, on a des revenus à dégager, une famille à nourrir, un cabinet à faire tourner, peut-être des salariés à payer. Et on a toujours ces deux côtés-là qu'on essaye d'associer. Et le fait de simplement se dire, maintenant, j'ai des revenus qui sont assez réguliers, assez importants, et je travaille juste pour le plaisir, ça peut être très bénéfique dans notre métier, je pense. Ouais, carrément, ouais. Alors, toi, comment tu gères concrètement ton argent? C'est-à-dire que tes revenus de chirurgien dentiste, ils sont répartis comment? C'est-à-dire entre tes besoins, entre tes investissements immobiliers et peut-être après épargne de précaution, retraite, assurance vie. Tu vois, comment tout ça est organisé? Étonnamment, il y a une organisation qui est assez fluctuante, c'est-à-dire que je ne me suis pas défini un tel pourcentage, une telle somme pour tel domaine ou tel domaine. Ça va plus fonctionner en fait par opportunité. C'est-à-dire que de base, tous mes revenus sont sur des domaines toute mon épargne en fait est basculée sur des domaines qui sont assez stables. Ça peut être des contrats d'assurance vie, ça peut être un PEA, ça peut être un livret A, etc. Et lorsque j'ai des opportunités d'investissement, je vais basculer en fait ces sommes épargnées sur un investissement. Ça peut être un investissement immobilier, un apport pour acheter un nouveau bien, ça peut être des travaux qui sont nécessaires pour valoriser un bien, ça peut être de la bourse, de la crypto-monnaie, donc ça dépend vraiment des périodes et des opportunités que j'ai, où je déplace du coup des sommes qui sont sur des domaines assez sécurisés et assez fiables vers des domaines qui sont peut-être un peu plus risqués mais avec des opportunités d'investissement. Qu'est-ce que tu appelles des domaines un peu plus risqués? Par exemple, la bourse, les ETF, la crypto-monnaie? Ouais, ça peut être ça. Ça peut être la crypto-monnaie, ça peut être la bourse, ça peut être parfois des investissements immobiliers, des choses où on peut dégager plus de rentabilité, mais qu'on peut pas forcément faire en continu, en fait. Par exemple, on va parler d'un profil d'un jeune qui démarre son activité. Ouais. Est-ce que par exemple, toi, tu conseilles ou est-ce que tu es contre l'achat de la résidence principale? Tu vois, ça, c'est un débat, par exemple, parce que tu vas l'expliquer bien mieux que moi, mais quand tu achètes une résidence principale, c'est un investissement, donc tu fais un emprunt, bien souvent. Ouais. Un emprunt qui va entamer énormément ta capacité de futurs emprunts, justement pour l'investissement immobilier. Ouais. Et qui va être complètement passif, c'est-à-dire que ça va pas te rapporter d'argent. Ouais. Donc ça, en fait, quelqu'un qui a déjà fait cette démarche-là, on en reparlera un peu plus tard, il y a d'autres choses à envisager, mais un jeune qui vient de sortir de la fac et qui commence à gagner ses revenus, est-ce que il doit penser différemment et peut-être commencer par investir son argent dans des biens qui vont lui rapporter et peut-être attendre un peu d'investir dans son bien principal? Enfin, j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. C'est vrai que c'est une très bonne question. Alors, moi j'ai eu la chance et d'ailleurs je les remercie beaucoup que mes parents puissent m'héberger pendant en fait mon parcours d'investisseur. En ce moment-là, ils m'ont beaucoup accompagné et même si de base eux ils n'étaient pas dedans, ils ont compris en fait cette problématique et du coup le fait de pouvoir m'offrir un logement à titre gratuit, ça m'a beaucoup aidé à investir. Et en plus, comme ils s'intéressent au domaine, eux maintenant ils portent de l'intérêt beaucoup à ça, ils ont pu me rassurer, m'accompagner, donc ça c'était cool. Si après on n'a pas la possibilité d'avoir une habitation à titre gratuit chez des proches, on a effectivement deux options qui sont soit l'achat de résidence principale, soit la location. Je pense que le choix dépend de l'objectif du professionnel de santé. C'est-à-dire que si plus tard, il souhaite se lancer dans un parcours d'investisseur immobilier et se lancer sérieusement dedans, il vaut mieux peut-être rester en location. Si par contre, on n'a pas vocation à devenir investisseur immobilier, il vaut mieux acheter sa résidence principale plutôt que d'être locataire parce que de toute façon,
on n'a pas vraiment de question dans ce cas-là de taux d'endettement, de capacité d'emprunt, et ça sert à rien de rester locataire si on peut acheter un bien immobilier. Ça va pas nous bloquer pour des investissements futurs si on ne souhaite pas investir. Après, pour l'investisseur immobilier, qui en général, ce qu'on entend sur YouTube, dans les livres, etc., on leur conseille de rester locataire plutôt que d'acheter une résidence principale. La question n'est pas tranchée. On va dire que ça dépend de l'endroit où la personne veut habiter, en fait. Pour une personne qui veut habiter dans une ville comme Paris, par exemple, c'est une ville où on a une rentabilité qui est très faible, en fait. Si la personne achète un bien immobilier à Paris, effectivement, ça va être très bloquant pour ses futurs investissements immobiliers. D'abord parce qu'à Paris, on n'a que des investissements qui représentent des sommes assez conséquentes, donc on peut vite atteindre le taux d'endettement. Et ensuite, la rentabilité locative étant très faible, si la personne louait le même bien, elle paierait en termes de mensualité de location, une somme qui est beaucoup moins importante que les mensualités d'emprunt qu'elle va dégager, qu'elle va devoir payer si elle achète le même bien. Alors qu'une personne qui achète un même bien dans une ville plus rentable, il y a des villes, par exemple, ça peut être en banlieue parisienne ou en province, ou des villes où on a une forte rentabilité vers les 10-11% en moyenne. Ce qui peut se passer, c'est que les mensualités d'emprunt pour un bien peuvent être inférieures en fait, aux revenus locatifs, en fait au loyer qu'on a à mettre. Et c'est un petit peu le modèle de l'investisseur, c'est-à-dire que moi, par exemple, dans les villes dans lesquelles j'achète, mes mensualités d'emprunt pour acheter un bien sont par exemple de 500 euros par exemple, et mon locataire va payer un loyer de 900 ou 1000 euros. Ce qui veut dire que si ce locataire avait acheté le bien, il aurait des mensualités à payer en fait qui sont bien inférieures au loyer, donc il ferait mieux plutôt d'acheter le bien plutôt que de le louer. Ah ouais, ok. Et donc ça dépend aussi voilà, de l'endroit où on vit et de comment on veut, ce qu'on disait tout à l'heure, comment on veut s'investir en temps dedans. Parce que toi, tu t'es défini en fait un périmètre assez proche de là où tu habites pour pouvoir gérer plus facilement. C'est ça, ouais. Je me suis dit, mes premiers biens, je vais les gérer tout seul parce que j'ai une envie de découvrir un petit peu ce que c'est que gérer un bien immobilier et parce que plus tard, si j'ai un parc immobilier plus important, à ce moment-là, quand je pourrai plus gérer, je devrais déléguer la gestion et il faut exactement savoir ce que je peux attendre des personnes à qui je délègue ce rôle-là et en ayant déjà fait ce travail de mon côté, je pourrais être plus exigeant sur certains points en leur disant bah ça vous me dites que ça vaut telle somme, ça le vaut pas parce que je l'ai déjà fait, au contraire me dire ah bah ça il le propose pour un tarif qui est assez réduit alors que c'est une grosse charge de travail, je pourrais mieux cerner ce qu'il me propose, je pense. Mais c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans une activité professionnelle bien lancée et qui justement a pris cette habitude de pas forcément établir de budget et de dépenser l'argent qui rentre et de se retrouver dans un cas où bah, il se dit mais moi je peux pas investir en fait, j'ai pas d'argent d'avance. C'est quoi le point de départ, tu vois, par où on commence, parce que ça peut être très bloquant quoi. Ouais, je pense que le premier point de départ c'est d'arriver à épargner et à gérer ses finances personnelles avec la profession qu'on fait déjà avant de commencer à investir. Parce que l'investissement immobilier peut dégager des revenus, mais c'est aussi quelque chose qui peut créer des risques financiers. Si on a des travaux imprévus, des choses comme ça, et qu'on n'a pas effectivement une capacité d'épargne qui est suffisante, ça peut être dangereux. Ça peut nous mettre dans des situations de gros stress. J'ai eu des amis qui maintenant sont à un niveau assez avancé dans l'immobilier, mais qui au début de leur parcours ont pu perdre d'un seul coup 8 000, 10 000 euros de façon non prévue. Et si effectivement on n'a pas en face l'épargne pour faire face, ça peut être compliqué. Donc je pense qu'il faut, en général ce qu'on conseille, c'est avoir une réserve de sécurité équivalente à 1 an de loyer. C'est-à-dire que si vous dégagez tous les mois, je sais pas, 1 000 euros en loyer, il faut que vous ayez une épargne de 12 000 euros en sécurité pour parer à tous les imprévus. Et puis après, plus vos revenus locatifs augmentent, plus vous mettez en face une épargne qui est suffisante pour vous sécuriser. Et ça, t'as des outils particuliers où voilà, t'as des personnes qui
qu'on peut solliciter pour faire cet état des lieux, tu vois, de où en est nos finances, où on en est de nos finances aujourd'hui, quoi. Alors moi, j'ai pas fait appel à quelqu'un pour gérer ça. Je pense que c'est un travail qu'on doit, pour moi, faire Mm. nous-mêmes, en nous informant un petit peu, en nous baignant dans ce milieu-là, parce que c'est vrai que on n'a pas cette capacité et cet intérêt pour ce type de gestion financière de base, mais en fréquentant des investisseurs, des personnes qui ont l'habitude de gérer leurs finances personnelles, je pense que ces personnes peuvent nous partager un petit peu la façon dont elles gèrent leurs finances et on peut un petit peu copier pour faire la même chose, je pense. Ouais. Donc là, toi, t'es donc associé minoritaire, donc ça veut dire que en CELARL, toi, c'est un salaire en fait. Ça correspond à un salaire. C'est un peu comme ça, ouais, c'est ça, c'est ça. Ce qui est assez sécurisant, donc Ouais, c'est sympa. Ça fait beaucoup moins de prise de tête aussi par rapport à la ouais, gestion. carrément, ouais. Et tu bosses combien de jours par semaine? Je bosse 3 jours et demi par Trois semaine. jours et demi, avec une activité particulière. Tu fais plutôt quoi comme activité omnipratique ou t'es orienté sur une spé? Je fais de l'omnipratique. J'adore tout ce qui est l'esthétique parce que quand j'étais étudiant, j'en faisais beaucoup. On va dire tout ce qui est les stratifications en composite, les choses comme ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et sinon, je fais de l'omnipratique et je fais simplement pas du tout de parodontie ni d'implantologie. Après, le reste, je fais un peu de tout. Mais j'ai vu que tu étais attaché en chirurgie, non, C'est ça, ouais, à Bretonneau, du coup, donc sur Paris à la PHP. Parce que, en fait, pendant mes années d'étudiant, j'ai remarqué que les spécialités que je fais maintenant en cabinet étaient vraiment liées en fait aux personnes qui m'avaient transmis le savoir et des activités, des spécialités où j'avais peu d'accroche avec l'enseignant, c'est des activités que je fais un petit peu moins maintenant et au contraire des activités, des choses pour lesquelles je me suis passionné c'est souvent des enseignants qui ont su me transmettre en fait leur amour de cette spécialité et je me suis dit je vais faire la même chose avec les étudiants en chirurgie. Je vais essayer de les accompagner de façon assez humaine pour leur transmettre plus qu'une perfection d'exercice en chirurgie, plutôt un amour pour la chirurgie qui fait que plus tard quand ils seront en cabinet, ils vont en faire plutôt que de déléguer ça à des stomatos ou d'autres personnes. Hmm. Et t'en penses quoi, toi, des formations qu'on peut voir passer, qui sont plus spécifiques à notre profession, mais qui sont pas forcément faites par des gens qui sont des spécialistes en gestion, en finance. Tu trouves qu'on est bien aidé, qu'on est bien conseillé dans ce domaine-là, ou qu'il y a vraiment un gap et quelque chose à faire? Je pense qu'il y a de tout. Il y a beaucoup effectivement, entre guillemets faux gestionnaires de patrimoine qui mettent en avant leurs intérêts et là c'est pas des personnes qu'on doit suivre parce on peut faire beaucoup mieux en fait en apprenant par nous-mêmes. Et après il y a aussi des gestionnaires de patrimoine qui sont dits un peu plus indépendants qui gagnent pas forcément de commission sur ce qu'ils vendent mais qui là sont plus à même de nous accompagner en nous apportant des réelles connaissances pour des personnes qui n'ont pas envie d'apprendre et qui ont envie tout de même d'investir et de se lancer dans dans le développement de leurs finances, quoi. Et tu penses que ça serait bien que la faculté propose déjà pendant le cursus universitaire un peu plus de formation en gestion financière, mais par des gens qui sont des vrais investisseurs et pas par des dentistes ou alors qui sont vraiment spécialistes. Mais tu vois, les cours qu'on a eus, c'était quand même moins que la base, quoi. Oui, carrément. Je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans notre profession. Quand je vois d'autres professions qui, eux, ont une éducation financière qui est plus importante, j'ai des amis qui ont fait des formations pour devenir conducteur de taxi, pour devenir boulanger. Il y a plein de formations où effectivement quand on les envoie dans le milieu professionnel, on leur donne en même temps un bagage financier en leur disant les règles d'une SARL c'est ça, d'une SASU c'est ça, d'une SAS c'est ça. Vous pouvez faire votre comptabilité de telle façon. C'est des choses qu'on n'apprend pas en fait en dentaire parce que je pense qu'effectivement en santé
le côté financier est toujours presque un petit peu honteux et je pense que c'est quelque chose de dommage du coup. Et c'est ce qui fait que moi, à l'hôpital, les étudiants que j'encadre, quand je vois qu'ils portent un intérêt pour l'investissement, j'essaie en même temps de les conseiller, de leur apporter des connaissances dedans parce que c'est quelque chose qui manque beaucoup. Et parce qu'ils savent que tu es passionné par ça, tes étudiants en général? Ah oui, la plupart le savent, donc quand ils ont des questions, ils n'hésitent pas à venir me les poser. Et pareil, j'ai des amis qui sont dentistes que j'ai accompagnés dans leurs premiers investissements immobiliers parce que effectivement, ils étaient approchés par des professionnels qui leur vendaient des choses qui n'étaient pas du tout adaptées pour eux, quoi. On voit pas mal aussi passer de coaching ou de formation maintenant dans ces domaines-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu penses que c'est bien ou que la meilleure façon, c'est de se jeter à l'eau et de se former par soi-même? Je pense que ça dépend un petit peu de la passion qu'on peut avoir pour le domaine. Je pense que c'est très gratifiant de se dire qu'on a appris par nous-mêmes avec nos expériences. Par contre, c'est un processus qui est effectivement assez long et que tout le monde n'a pas la volonté de faire. Et ça peut être une bonne idée effectivement d'acheter soit des livres, soit des formations. Les livres en général apportent plus de valeur par rapport au prix en fait qu'on paye. Les livres c'est rien, c'est 25-30 euros et on en a pour parfois des centaines d'heures de lecture, alors qu'une formation en vidéo sera toujours plus limitée en termes de durée par rapport au prix qui peut être parfois conséquent. Je vois des formations parfois à 6 000, 10 000 euros sur internet. Après pareil, un livre ça correspond pas forcément à tout le monde parce que la lecture peut être assez contraignante, alors qu'une formation en vidéo c'est un peu plus ludique. Donc ça dépend vraiment de la personne, mais dans tous les cas, soit il faut avoir une volonté d'apprendre par nous-mêmes et accepter de faire des erreurs, soit il faut passer du temps à lire des livres ou alors dédier de l'argent à acheter des formations, mais il faut surtout pas avoir des objectifs qui sont décorrélés avec ce qu'on est prêt à mettre dedans, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas se lancer dedans et se plaindre de rater au début si on n'est pas formé du tout de base. Toi, c'est quelque chose que tu as en tête de faire une formation en investissement immobilier? Alors, avec des associés, on a lancé une formation, effectivement, elle est déjà en place parce qu'il y avait une demande en fait de la part de mes lecteurs. C'est-à-dire que je reçois tous les jours des mails des lecteurs et il y en a une grosse partie qui me disait on a envie que tu fasses une formation. Après, c'est quelque chose que je mets moins en avant parce que en ce moment, l'image des formateurs sur Internet est une image avec laquelle j'adhère moins en fait. C'est-à-dire sur Internet, on a beaucoup de vendeurs de rêves et beaucoup de personnes qui vendent pour des sommes qui sont assez conséquentes, des choses qui ont une valeur qui est assez faible en fait par rapport à ce qu'on peut trouver dans des livres. Je me dis, voilà ce que je propose dans ma formation, les personnes peuvent retrouver en grande partie la même chose dans mon livre pour une somme qui est beaucoup plus faible et du coup je mets plus en avant mon livre. Et les formations c'est vraiment juste pour les personnes qui ont la flemme de lire des livres, qui préfèrent un format vidéo. Ouais, après il y a la flemme, mais il y a peut-être aussi des canaux auxquels on est plus sensible. Plus sensible aussi, ouais. Donc c'est bien de proposer différents formats. Oui, comme ça les gens ont le choix, tout à fait. Et après, l'idée aussi, est-ce que ta formation, c'est du contenu, donc du contenu vidéo, il y a possibilité, tu vois, d'avoir un vrai accompagnement personnalisé, ou c'est quelque chose qui est vraiment compliqué à mettre en place, ça? Alors, au début, j'en faisais de l'accompagnement personnalisé, donc j'ai coaché des personnes pour se lancer dans l'immobilier. Après, c'est pas un parcours de vie que j'aimerais avoir sur le long terme. C'est quelque chose qui est assez gratifiant, c'est assez sympa de se dire ces personnes-là, j'ai pu les accompagner et maintenant ils ont pu atteindre leurs objectifs grâce à moi. Par contre, dans une vision un petit peu entrepreneur, c'est pas quelque chose de scalable. C'est-à-dire que ces personnes-là, souvent, on les accompagne en tant que dentiste sur les horaires du soir, quand elles sont disponibles après le travail, quand nous-mêmes on est disponible, ou alors le week-end quand tout le monde est disponible. Mais forcément, nos heures en fait dans la semaine sont limitées et du coup, on peut-être accompagner, je sais pas, 10, 15 personnes, mais on atteint vite une limite en accompagnement et en transmission de notre savoir. Et du coup, maintenant, si je devais refaire ça, je pense que je repartirais plus sur
une vision scalable où en fait je peux cumuler des personnes que j'accompagne mais sans forcément augmenter en fait le temps que je dédie à ça. Donc ce serait soit des conférences. Maintenant je fais de plus en plus de conférences avec plusieurs dizaines, centaines de personnes où là on peut transmettre nos connaissances de façon plus large dans une durée de temps réduite, ou alors là en écrivant d'autres livres pour transmettre des connaissances, en faisant des vidéos, des formats où pour un même temps dédié je peux impacter plus de personnes. À la fac, t'as été sollicité pour ça, pour justement faire des confs et en parler, ou tu sens que c'est un sujet c'est encore trop touchy J'ai pas été sollicité pour ça, pour faire des conférences. Ce que je pense que je ferai plus tard, c'est que je proposerai aux étudiants de dentaire, ceux que je fréquente, donc ceux de la fac et ceux de mon hôpital, éventuellement de faire des conférences, soit gratuites, soit voilà un tarif très modique juste pour louer la salle, pour transmettre mes connaissances aux dentistes, parce que c'est quelque chose où je pense qu'il faut faire changer, évoluer notre profession. Par contre, pour l'instant, avec la fac, je me vois mal intégrer ça dans un parcours universitaire, parce qu'il faudrait vraiment que les visions changent. Les personnes qui constituent le personnel de la fac, dont les enseignants, etc., je vois qu'il y a un certain intérêt. Parfois, ils viennent me voir pour me demander des conseils ou des choses comme ça dans leur vie personnelle, mais pour mettre ça dans le cadre de l'enseignement, je pense qu'il y a encore un pas. Et je me vois pas moi faire changer les choses à mon niveau en tout cas. Par contre, proposer quelque chose en parallèle aux étudiants de la fac, oui, c'est quelque chose qui me plairait. Bah, c'est sûr que ça revient exactement à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que si on arrive à s'extraire de cette pression de rentabilité dans nos cabinets qui devient de plus en plus forte, et qui souvent contribue beaucoup à l'usure, à la fatigue, au mal-être. Je pense que c'est pas le seul élément responsable par exemple des burn-out, mais je pense que c'est quand même un élément à pas négliger. Moi, j'ai souvent terminé des journées en me disant, mais si un jour je pouvais ne pas penser à l'acte, à la rentabilité de l'acte et faire juste ce qui est nécessaire, en fait, ma journée, elle serait beaucoup plus légère, quoi. Tout à fait. Bon, on a d'autres contraintes. Il y a aussi la peur, la douleur, l'acte technique. Mais je sais que souvent, moi, c'est ce qui est le plus lourd à porter. C'est ce regard permanent sur le compteur, quoi. Ouais. Oui, je comprends. Ouais. Oui, je pense que c'est le cas pour beaucoup de dentistes parce que c'est une pression de se dire. D'un côté, on essaye d'aider au maximum les personnes, d'apporter un bien-être, mais il faut aussi faire tourner un cabinet. C'est une grosse pression, oui, je pense. Et si on peut s'en détacher en créant d'autre part une sécurité financière, ça peut être intéressant. Ouais. Donc c'est vrai que souvent on voit le côté apprendre à gérer son agenda, ça c'est super important. Je vais pas remettre en question ça, mais apprendre à gérer son agenda, apprendre à cumuler les actes et comment on peut justement rentrer plus d'argent en une heure parce que on en perd aussi beaucoup. Mais je pense que le côté comment on gère après derrière l'argent, comment on le place et comment on le fait fructifier, on n'y pense pas du tout, alors que c'est un autre levier qui peut aussi permettre d'aller travailler plus sereinement. Ah bah tout à fait, ouais. Oui. Donc c'est pour ça que je pense que ça serait bien d'ouvrir les esprits et de sortir de ce tabou autour de l'argent et d'en parler le plus tôt possible. Tout à fait, ouais. Écoute, moi, j'ai fait pas mal le tour des questions que j'avais envie de te poser. Pour ceux qui sont curieux et qui ont envie de parler de microbic, de bic et de tout ce langage propre à l'investissement, après, c'est vrai que je recommande ton livre que moi je suis en train de lire. Et d'une part, c'est intéressant. Ça permet aussi, quand on a des interlocuteurs comme les banquiers, comme les experts comptables, justement comme tous ceux qui peuvent nous approcher pour nous parler de ça, de savoir de quoi on parle. Exactement. Ouais. Même si on n'a pas forcément envie de se lancer dans l'investissement,
Mais déjà, de connaître le langage, de savoir de quoi on parle et de pas être naïf là-dessus, ça rassure et ça permet de pas passer pour Oui. justement pour un pigeon, comme tu disais tout à l'heure. Est-ce que toi, il y a des choses que tu auras envie d'ajouter ou tu vois, dont on n'a pas parlé et que tu penses important? Surtout, ne pas hésiter à se lancer et ne pas toujours reporter au lendemain. Parce que en dehors du fait d'accumuler des connaissances, c'est vraiment en se lançant qu'on apprend. Et je vois beaucoup de personnes aussi dans le monde de l'immobilier qui finissent par accumuler énormément de connaissances. Dans mes cercles d'investisseurs, parfois j'ai des notaires, des personnes qui sont expertes dans les connaissances de l'immobilier, mais qui font absolument pas d'investissement immobilier parce que elles prennent trop de temps à se lancer, elles sont trop dans la réflexion et pas dans l'action, et ça peut être bloquant aussi. Donc apprendre, c'est hyper important, et je pense que pour ça mon livre peut vous aider, mais après surtout il faut se lancer. Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy du son libre était au montage, le générique Soul Blue Tango est de Monica. Entretien avec un dentiste, c'est un vendredi sur 2 sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur entretienavecundentiste@gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai.